Dans cette vidéo, nous allons voir comment est déterminée la demande globale dans le modèle keynésien. Faisons dans un premier temps un point historique. John Maynard Keynes est né en 1883 et mort en 1946. Il écrit Théorie de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936, 10 ans avant sa mort. Il critique l'analyse classique qui voit l'économie selon un modèle d'offre. De ce fait, Keynes rejette les politiques structurelles visant à baisser les salaires en restaurant la concurrence sur le marché du travail. Pour sortir de la Grande Dépression, Keynes propose un modèle de demande qui le conduit à préconiser des politiques conjoncturelles, c'est-à-dire des politiques budgétaires et monétaires visant à augmenter la demande globale afin de relancer l'économie et l'emploi. Pour tous les chapitres consacrés à Keynes, il faut oublier tout ce qui a été vu pour les classiques. Des choses se ressemblent, certes, mais il ne faut pas les confondre entre elles. Nous allons d'abord poser une première hypothèse, selon laquelle on ne prend pas en compte l'État. On a donc, comme pour les classiques, G qui est égal à T, les dépenses de l'État sont égales aux recettes de l'État et sont égales à 0. On a donc le revenu disponible qui est égal au revenu. Le but de ce modèle est de montrer que la demande globale, notée ici TG, est le moteur de l'économie et que l'offre globale, notée OG, s'ajuste à la demande globale. Rappelons que la demande globale, TG, est égale à la consommation plus à l'investissement. Considérons que les entreprises produisent Y. L'entièreté de la richesse est reversée aux ménages sous forme soit de salaire, soit de profit. Avec ces revenus, les ménages ont dans un premier temps un arbitrage à faire. Il faut choisir entre consommer et épargner. Une fois ceci fait, il faut procéder à un deuxième arbitrage qui est le fait soit de placer son épargne, soit de la thésauriser. Comme pour les classiques, on retrouve le même arbitrage à faire. Voilà. Pour les keynésiens, le premier arbitrage dépend de la propension marginale à consommer, notée petit c. Propension marginale à consommer, notée petit c. Le deuxième arbitrage, quant à lui, dépend du taux d'intérêt R et sera étudié plus tard. Voyons tout d'abord l'arbitrage entre la consommation et l'épargne. On a la consommation qui est définie par une fonction qui dépend de y et qui est égale mathématiquement à petit c sur la propension marginale à consommer multipliée par la richesse du pays y. On a avec ceci la dérivée de c par y qui est égale à petit c. C étant compris entre 0 et 1. En modifiant légèrement cette équation, on obtient d de c qui est égal à petit c multiplié par la variation de y. Cela signifie qu'une variation de y entraîne une variation de c égale à petit c multiplié par la variation de y. Ainsi, quand le revenu augmente, la consommation elle aussi augmente, mais moins fortement que cette augmentation du revenu puisque c est inférieur à 1. Il s'agit de la loi psychologique fondamentale de Keynes. Je cite, « Les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. Imaginons que mon revenu augmente de 100. Eh bien, si ma proportion à consommer est égale à 0,8, eh bien j'aurai une augmentation de la consommation de 80. On obtient donc le graphique suivant, avec Y en abscisse, la consommation en ordonnée, et on a que la droite de la consommation, qui part de l'origine, à un angle C, qui est inférieur à 1, inférieur à 45 degrés. Si on trace la bisectrice, donc la droite 45 degrés, la droite de la consommation sera
forcément en dessous, puisque son angle est inférieur à 45 degrés. Voyons maintenant l'épargne. Pour Keynes, épargner, c'est faire un choix entre consommer ou ne pas consommer. Il n'y a pas de je vais consommer plus tard. Non, c'est soit je consomme maintenant, soit je ne consomme pas. Il utilise pour cela ce qu'on appelle le paradoxe du dîner. Si je ne dîne pas ce soir, je ne vais pas dîner 2 fois demain, je vais dîner une seule fois. On définit donc l'épargne comme suit. L'épargne, c'est une fonction S qui dépend de Y et qui s'écrit Y moins, donc la richesse, moins ce qui a été consommé. C'est logique, puisque la richesse est complètement distribuée entre consommation et épargne. Si on a la consommation, et ben l'épargne c'est la richesse totale moins la consommation. Cette équation, on peut la réécrire. On garde Y et on sait, parce qu'on l'a vu juste avant, que la fonction de consommation s'écrit petit c multiplié par Y. On factorise par Y, puisqu'on a 2Y. On a Y ici, Y là, on peut donc factoriser. Y, facteur. On n'oublie pas que quand on factorise par Y comme ça, on n'oublie pas le 1, moins petit c. Nous avons donc Y facteur de 1 moins c. 1 moins c, c'est ce qu'on appelle la proportion à épargner. À épargner. Voilà. On a donc la dérivée de S par rapport à Y qui est égale à 1 moins c, 1 moins petit c. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que si petit c est égal à 0,8, eh bien, sur un revenu de 100 euros, je vais consommer 80 et en épargner 20. Voyons voir maintenant la deuxième composante de la demande globale, c'est-à-dire l'investissement. Nous nous sommes occupés de la consommation et donc de l'épargne. Voyons voir maintenant l'investissement. Petit rappel, ce sont les entreprises qui investissent. Les ménages, eux, ne font qu'épargner. Rappelons également que l'on raisonne à court terme. Le capital est donc fixé. Une dépense d'investissement en année T n'entraîne donc pas une augmentation du capital en année T. Si I augmente, il est faux de dire que le capital va augmenter. Non, le capital, il est constant, comme pour les classiques. Et également, comme pour les classiques, les entreprises investissent lorsque le rendement attendu d'un projet, E, est supérieur à son coût d'investissement, donc R. Si E est égal à 15% et R 10%, ça veut dire que les entrepreneurs vont vouloir investir puisque leur investissement sera rentable. On a donc, comme pour les classiques, la fonction I qui dépend d'une variable R avec DI sur DR qui est inférieur à 0. Cela signifie que quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement va baisser et inversement. En effet, plus le taux d'intérêt va être élevé, c'est-à-dire plus il va être difficile d'avoir des investissements rentables, puisque R est plus élevé. Il va donc y avoir moins d'investissement global. Cependant, il faut bien faire une distinction. Pour les classiques, R était déterminé sur le marché des fonds prêtables, mais pour les keynésiens, il s'agit plutôt d'une préférence des ménages pour la liquidité, chose que l'on verra plus tard. Le taux d'intérêt pour les keynésiens n'est pas déterminé sur un quelconque marché, il est déterminé par des préférences. Également, il faut noter que Keynes insiste sur la notion d'incertitude sur la décision des entrepreneurs. En effet, la décision d'investissement relie le présent, avec la décision d'achat de la machine, et le futur, avec les coûts et les revenus anticipés de l'investissement. Or, l'entrepreneur ne connaît pas l'avenir. Ce n'est pas un devin, ce n'est pas Madame Irma. Il ne connaît donc pas E avec certitude. Il ne peut en faire qu'une approximation mathématique. Il est en situation d'incertitude radicale. Son évaluation de E est donc basée sur des éléments objectifs tels que la qualité des machines
et sur des éléments subjectifs comme l'état de confiance de l'entrepreneur par rapport au futur. L'état de confiance a une dimension individuelle et collective. En effet, on accorde de l'importance à l'opinion commune ou aux faiseurs d'opinion. Eux peut donc varier brutalement quand l'état de confiance se retourne. Les chefs d'entreprise ne prennent pas les décisions seuls. Ils consultent des experts, des entreprises qui sont spécialisées dans cet état dans l'investissement à long terme, disons. Or, si ces entreprises ou ces experts ont un avis négatif sur le futur, l'entrepreneur va être pareil, il ne veut pas être confiant. Cela va donc se répandre puisque les entrepreneurs s'observent entre eux, et cela peut très vite amener à un état de confiance générale ou au contraire un état de peur générale. Nous verrons toutes les questions du taux d'intérêt plus tard. Pour l'instant, posons simplement que l'investissement c'est égal à I bar, c'est-à-dire que l'investissement est exogène au modèle et qu'il dépend de l'état de confiance des entrepreneurs. On n'a pas besoin d'en avoir plus pour l'instant. Au final, on a donc que la demande globale pour les keynésiens, et bien c'est égal à la consommation qui dépend de Y plus I bar. La consommation, elle est endogène au modèle, c'est-à-dire qu'elle est déterminée par le modèle, et l'investissement, lui, il est exogène, instable, et c'est ce qu'on appelle la demande autonome. Notez DA. Notez DA. On obtient donc, au final, le graphique suivant. Y en abscisse, la demande globale en ordonnée. Si, pour l'instant, faisons simplement la droite de consommation en noir. Donc, on prend un angle inférieur à 45 degrés, quelconque. Ici, ça sera 21, mais ce n'est pas très important. Qui part de l'origine, pas comme moi. Voilà. Cette droite représente la consommation qui dépend de Y. Elle est croissante en fonction du revenu, avec un angle C, petit c, qui est inférieur à 1. Ça, on a un angle tel quel quand C est inférieur à 1. Si C est égal à 1, on aura une bisectrice. Maintenant, rajoutons à cela l'investissement. Supposons que l'investissement se situe à un niveau ici. Eh bien, on a juste à prendre le même angle et à monter la droite au niveau de l'investissement. Nous avons donc cette droite qui représente la demande globale qui est égale à cette de Y, puisqu'on a exactement la même droite, le même coefficient directeur, plus l'investissement qui correspond à la partie en jaune. Voilà, cette partie en jaune représente l'investissement. Si l'on prend un point A quelconque, ici, nous avons bien la richesse YA, et cela nous renvoie à la demande globale de YA. Il faut noter que tous les points de cette droite rouge représentent des demandes globales. Il y a une infinité de points, il y a donc une infinité de demandes. Ainsi, il faudra voir plus tard, dans les prochaines vidéos, comment et à quel niveau les entreprises vont-elles produire pour répondre à cette demande et comment vont-elles ajuster leur production.